Bonjour tout le monde, du coup je suis contente d'avoir aujourd'hui Amaury et qui a une belle expérience aussi à nous faire part, à nous partager, merci. Du coup voilà, donc on reste toujours sur le thème de l'estime de soi et au final ça sera le dernier podcast du coup qui sera donné sur ce thème. Donc je vais passer le micro à Amaury pour qu'il puisse nous donner en quelques lignes la personne qu'il est, ses expériences. Voilà, on va continuer après tranquillement avec les petites questions. Bien, merci Andy de me recevoir. Je suis né et grandi en région parisienne toute ma vie, dans le nord de Paris, dans le 95. Puis je suis allé faire mon bac, qui a été compliqué. Je suis allé faire mes études à Bordeaux. Donc de mes 20 à 24 ans, je suis parti à Bordeaux pour 4 ans et j'étais dans une école de commerce à Bordeaux où j'ai rencontré pas mal de gens, forcément, et où j'ai fait mes 4 ans d'études. Dans cette école, à la fin de la quatrième année, je me suis toujours déjà passionné par l'entrepreneuriat. J'avais toujours envie de vouloir créer quelque chose de mes propres mains, de vouloir inspirer les autres. Et puis, du coup, dès le début de l'école de commerce, j'écrivais beaucoup. J'avais besoin énormément de mettre mes idées en place, de les appliquer, donc essayer de visualiser un petit peu. Donc j'écrivais beaucoup sur l'entrepreneuriat, les idées qui me venaient. Donc j'ai eu plein d'idées qui étaient toutes aussi irréalisables les unes que les autres. Mais, euh, mais au moins, ça me permettait déjà de mettre en place cet aspect confiance, l'envie d'entreprendre. La possibilité de créer des choses. J'ai rencontré, au cours de mon école de commerce, beaucoup de mes meilleurs amis qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui, dont un en particulier qui s'appelle Yann, avec qui j'ai lancé ma première boîte. Comment ça s'est passé? J'ai toujours été, depuis le 2016, je pense, donc deuxième année ou troisième année d'école de commerce, deuxième année, il me semble, j'avais commencé le CrossFit. J'ai découvert ce qu'était le monde du CrossFit, donc je m'étais entraîné. J'ai ramené mes potes rapidement dans la boucle, donc on s'est tous entraînés ensemble. Et on avait une petite team de 4 personnes avec qui on faisait tous les entraînements ensemble, pratiquement tous les jours. On était socialement très investis dans la boxe, je pense très apprécié par les autres adhérents. Du coup, à un moment donné, on s'est décidé, de façon totalement amusante, enfin, voilà, vraiment sans se prendre au sérieux, de se faire un t-shirt tous les quatre. De se faire un t-shirt tous les quatre avec écrit dessus des conneries, voilà, des conneries qui nous représentaient, nos liens sociaux dans la boxe, voilà, nos surnoms, enfin bref. Et on est arrivé un jour tous les quatre à la boxe avec nos t-shirts, et puis je sais pas, ça a super bien marché, tout le monde était super content, on nous a demandé exactement, ouais, vous avez trouvé où les t-shirts, parce qu'ils sont vraiment super, alors qu'on avait fait vraiment ça enfin, c'était un design vraiment éclaté, hein. Et derrière, de fil en aiguille, on en a parlé le soir même, parce que j'étais en coloc avec un des quatre à l'époque. On en a parlé le soir même, et oui, pourquoi pas essayer de lancer des t-shirts, enfin, avec des messages dessus. Donc tout ça s'inscrit dans la démarche un peu entrepreneuriale que j'avais déjà à l'époque. Mais on a laissé couler. C'était juste une idée comme ça autour d'une bière. Puis après, les études ont repris leur cours, on est tous partis à l'étranger, puis on s'est retrouvés à la quatrième année. Et là, moi j'ai fait en quatrième année un master 1 entrepreneuriat, euh, qui était plus du bullshit qu'autre chose, hein, parce que entreprendre, tu l'apprends vraiment que sur le terrain. Tu l'apprends pas via des cours théoriques, c'est très compliqué. T'apprends la capacité, t'apprends la théorie d'entreprendre, les phrases bateaux que peuvent te sortir des profs ou ce que tu peux entendre sur les réseaux, mais la meilleure des expériences, ça reste quand même le côté pratique où tu te ramasses, clairement. Donc en fait, j'étais dans un master 1 entrepreneuriat, mais qui m'a pas apporté grand-chose, hein, clairement. Et puis, j'étais en coloc avec un des quatre dont je parlais pour la salle de CrossFit. Et puis là, on s'est relancé sur cette idée de t-shirt. Et on s'est dit, bah écoute, on aime quoi? On aime le CrossFit. Il y avait une réelle demande autour de design particulier dans le monde du CrossFit. Hein, c'est quand même un monde très très fermé, une niche très fermée avec beaucoup de lexique propre à ce sport. Une communauté très soudée, mais très nichée aussi. C'est le début en plus, non? C'était le début, le CrossFit, non, en France, je pense, ça a commencé dans les années 2010.
Là, on était en 2018, donc ça faisait 8 ans, mais on était vraiment là sur l'explosion. Oui, c'est ça. Tu vois, 2018-2020, c'est l'explosion des salles de CrossFit partout. Je crois que la France, maintenant, c'est le deuxième pays au monde où il y a le plus de salles de CrossFit après les États-Unis. Ouais. Explosion de toutes parts, hein. Clairement, tout le monde s'inscrit au CrossFit, on entend parler, machin, c'est un peu le beacon du sport, quoi. Mais voilà, du coup, il y avait cet aspect-là, le fait que on savait que c'était un marché qui commençait à être en croissance forte. On le voyait tous les jours, on savait que la communauté était prête à dépenser énormément d'argent pour son besoin d'appartenance. Ça sur la table, et on se pensait, parce que quand on est jeune, tu fais pas tout, tu penses pas à tout, hein, quand tu es jeune entrepreneur. On se pensait seule marque française sur le marché. Enfin, on s'était dit, il n'y a pas de marque française sur le marché. On connaissait que les grosses marques américaines, hein, donc de vente d'équipements de CrossFit, hein, comme Rogue, Bull ou d'autres. Mais on s'était dit, écoute, moi je vois pas d'autres marques sur le marché, alors qu'en fait, c'était blindé de marques françaises, quoi. Par ce postulat, je pense que grâce à ça, grâce au fait qu'on était complètement dans l'omerta vis-à-vis de ça, pas dans l'omerta, mais complètement caché, dans l'insouciance du fait qu'en fait, il y avait des concurrents partout, c'est grâce à ça qu'on s'est lancé aussi. Parce que je pense que si on avait fait un benchmark de marché avant et qu'on aurait vu qu'il y avait 10 marques qui étaient concurrentes à la nôtre qui existaient sur le marché français, dont, en plus, on faisait nos études à Bordeaux, il y en avait déjà 2-3 qui étaient implémentées à Bordeaux même, mais jamais on se serait lancé. Ça nous aurait fait peur tout de suite. Donc c'est une bonne chose en fait, je pense réellement qu'on n'ait pas fait ces démarches-là, donc un peu précipité. En fait, il faut se dire que à part un marché qui vient d'inventer, qui est révolutionnaire et qui vient d'inventer quelque chose, il y a tout qui existe déjà. Il y a tout qui existe déjà, on n'invente pas la roue, on rajoute juste des améliorations, tu vois, à ces choses-là, ou notre petite patte personnelle. Mais c'est vrai que tout existe. Des gens qui, par exemple, pour toi, il y a des gens qui font des podcasts, ça existe depuis des dizaines d'années. Mais si tu pars de ce postulat-là, tu te lances jamais. C'est ça. Tu te lances jamais. Ça. C'est comme dire, je vais acheter un appartement, je vais le mettre en location. Des appartements en location, il existe des milliers. Qu'est-ce qui démarquera le tien pour qu'il puisse se louer et que tu puisses gagner de l'argent avec? Bah, tu le fais et parce que il faut avoir confiance en son projet et tu te poses pas la question en te disant, ouais, il y a trop d'appart ici, jamais je vais louer. Tu vois? Sinon bah, tu te lances jamais. Donc en fait, il y a cet aspect, je pense, de pas regarder la concurrence, pas être sur un benchmark de marché. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous a aidé. Bah, en fait, on nous apprend en école de commerce à faire des benchmarks. Genre, depuis le début de l'école de commerce, on nous a dit, ouais, analysez votre marché. Ok, je suis d'accord, il y a une pertinence parce que bah, il faut savoir si ton produit va se vendre. Il y a une pertinence sur l'analyse de marché parce que si tu te lances dans un truc et en fait après tu te rends compte que personne n'est prêt à acheter à ton prix ou le marché il est en fin de maturité, il est en train de s'écrouler, enfin ça sert à rien de te lancer, quoi. Ouais. Après c'est intéressant, c'est sûr, donc nous on voyait ça en école de commerce, mais là on l'a pas appliqué. Là on l'a pas appliqué parce qu'on s'était jamais dit que ça allait fonctionner comme ça a fonctionné. Donc en fait comment ça s'est passé, du coup on avait eu du coup cette idée de t-shirt de base à faire. Et qu'on avait fait il y a 2 ans, enfin quelques années auparavant, qui avait bien fonctionné. Donc on s'était dit, écoute, on va essayer de refaire la même chose, mais avec des messages un peu rigolos. Des messages qui sont vraiment typiques CrossFit. Donc avec du lexique CrossFit. Suicide Squat, il y avait je suis... Alors, c'était toujours des rapports avec des phrases un peu rigolotes, connues, mais on en avait un qui s'appelait je suis ton père. La phrase que Dark Vador dit à Luke dans Star Wars. Sauf que père, on l'a remplacé, on l'a pas écrit littéralement P-E-R-E, on l'a écrit P-R, P-R, genre personal record, comme un record personnel en CrossFit. Et avec la typo Star Wars, donc la typo que l'on connaît au film Star Wars, avec un petit logo Dark Vador à côté, mais écrit je suis ton P-R, qui littéralement, tu le lis, ça fait je suis ton père, tu vois. Et ça nous est venu un soir où et plein de trucs comme ça, hein, on les a écrits, on en a écrit des dizaines comme ça, on les a pas tous sortis, hein, mais il y avait beaucoup de références rigolotes, hein, Burger Burpees, je me rappelle, donc Suicide Squat, ça a été une de mes meilleures ventes. Je pense réellement qu'on a vendu des milliers d'équipements, clairement. Alors des chiffres précis, je pourrais pas te le dire parce que quand j'ai quitté la boîte, quand j'ai revendu mes parts, on avait des chiffres en tête, mais qui étaient plutôt globaux. C'était pas par nombre de designs vendus de t-shirts, mais c'était plus par le nombre de t-shirts en tout vendus. Je crois qu'on avait vendu peut-être 15 000 pièces en France.
en t-shirt, hein, je parle vraiment qu'en t-shirt. Tu vois. On avait, et après, les designs qui marchaient le plus, sur les 15 000, je pense que tu avais 35-40% qui étaient sur du Suicide Squad, le t-shirt Suicide Squad, et après dilué dans les autres designs. Donc c'était vraiment le design favori. Voilà, donc Suicide Squad qui est du coup un clin d'œil au film Suicide Squad de DC Comics. Suicide Squad là avec Harley Quinn, tout ça, qui était sorti à l'époque, je crois en 2019 ou 2020, donc on avait joué un peu sur la hype. Un peu ça, tu vois, tu cliquais, tu t'essayais de chercher un petit peu, t'écoutais un peu ce qui se disait au CrossFit aussi, ce qui pouvait plaire aux gens, sur quoi ils rigolaient. Et on essayait d'aller chercher ça, en faire des designs propres avec des freelances et le lancer sur le marché. Bien sur la genèse de la marque, c'est de base on s'était dit du coup qu'on était seul sur le marché français. Le leader américain qui s'appelait Rogue, qui s'appelle d'ailleurs toujours Rogue, hein, si c'était d'ailleurs toujours le leader américain, mais qui s'appelle Rogue, mais faisait des t-shirts avec des drapeaux sur l'épaule. Et nous, on s'était dit, nous, on veut une marque qui sonne français, que les Français veulent acheter, représenter leur pays, vraiment très chauvin, très chauviniste comme argument, ce qui n'est pas forcément l'argument le plus vendeur, mais on s'était dit de base, nous, on veut ça. Donc on s'était dit, ok, on va faire comme Rogue, Rogue ne le fait pas, on va mettre des drapeaux français sur nos épaules. Ce qui n'est pas non plus l'idée du siècle. L'idée du siècle, nique la technologie la plus révolutionnaire du monde. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le CrossFit, les communautés, elles sont très fortes. Et quand on fait du CrossFit en France et qu'on est français, on a envie de représenter un petit peu son univers français, franco-français, tu vois. On a envie de faire partie de l'histoire un peu française, de la culture française, et quoi de mieux que de représenter son t-shirt, son drapeau, pardon, sur son t-shirt. Donc ça a été le postulat de départ, on a commencé à créer un site internet via un hébergeur web. Hein, c'était tout classique à l'époque, c'était Shopify. On a pris la version basique. On a lancé plein de designs. Moi, j'ai commencé à essayer d'un peu coder des pages avec le peu de code que je connaissais à l'époque. Et on s'était dit, écoute, on paye ça, on paye l'hébergeur, on paye le premier batch de t-shirts. Donc il y avait un petit investissement, allez, mais qui était léger, hein, je crois 200 € chacun. Les deux, donc 400 €, on s'était dit, écoute, on fait un mois, si dans un mois on n'a pas vendu un t-shirt, si dans un mois il n'y a rien qui se vend, on arrête et on aura perdu 200 balles. On sera amusé pendant un mois, je pense qu'une semaine après, on avait vendu déjà une trentaine de t-shirts, tu vois. Voilà. C'est parti très très vite et en fait, on a été victime d'un succès qui a explosé très rapidement. Parce que les gens ont aimé les designs, déjà sur Bordeaux même, il y a eu un bouche à oreille qui s'est fait monstrueux, sans forcément qu'on le veuille. Des espèces de stars allaient à l'école de commerce parce qu'on créait une entreprise, tu vois. Et tout le monde était un peu à tâtons, voilà, sur l'entrepreneuriat, avec toujours les mêmes poncifs, hein, ça fait peur, comment se lancer, machin et tout. Nous, on s'est lancé à bras-le-corps et en fait, ça a fonctionné. Donc c'était un peu un exemple, même si c'était une boîte qui n'a rien de technologique, une boîte pas révolutionnaire. Hein. Je veux dire, on n'est pas là pour... on n'a pas trouvé un remède au cancer, quoi. On a décollé très rapidement. Puis après, bah forcément, moi j'ai arrêté Enfin, c'était en 4e année, donc j'ai fini mes études, je me suis mis à 100% sur ma boîte. Yann, qui était du coup mon associé, lui voulait continuer après ses études, continuer un boulot à côté. Donc il faisait du 50-50, hein, il faisait des grosses semaines, je me rappelle. On a commencé à se diversifier très rapidement, on avait des premiers fournisseurs à Bordeaux, ça a été des catastrophes, hein, vraiment, on a eu des catastrophes de fournisseurs qui nous faisaient n'importe quoi. Puis on voulait jamais abandonner, donc au final on trouvait toujours des solutions. Voilà. Parce qu'en fait je pense que tu pars du postulat où tu as envie de, foncièrement, mais vraiment à l'intérieur de moi, j'avais envie que cette marque fonctionne. Donc on trouvait à chaque fois, si tu as cette espèce d'esprit là, je pense qu'à chaque fois tu trouves une solution à tes échecs. Ok, les fournisseurs ils font n'importe quoi, ils font des mauvais designs, ils t'envoient des t-shirts aux clients, enfin c'était n'importe quoi, c'est pas grave, on a des bordels, on va pas arrêter là, on va continuer et on va trouver une solution. Et donc petit à petit, au début on faisait produire en Lettonie, je me rappelle, on faisait produire des casquettes, on faisait des chaussettes, des t-shirts en Lettonie, en dropshipping, c'était vraiment l'entreprise le plus dégueulasse possible. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup l'entreprise s'appelle le Snatch français. Voilà, donc qui reste dans le chauvinisme français. Voilà, on s'était dit ça va être marrant, on met un mot snatch, donc snatch c'est un mouvement d'haltérophilie français, voilà, on essayait de coupler un petit peu les deux. Au début c'était pas ouf, du coup on faisait produire en Lettonie, après on a commencé à faire produire sur Bordeaux, et après bah du coup de fil en aiguille, moi je me suis mis à 100%, on a commencé à grossir énormément, on s'est délocalisé vraiment en France surtout, on est allé monter sur Paris. Paris, on a trouvé un fournisseur. On avait des fournisseurs de chaussettes, du coup, dans
Par exemple, des chaussettes, on avait Limoges, on avait une fourniture de t-shirts sur Paris, on faisait nos shorts et nos leggings sur Roanne, tu vois, à côté de Lyon. Voilà. Donc on essayait de choper un petit peu partout en France. Je me suis retrouvé à faire des salons du textile au Bourget, dans des trucs où je connaissais rien du tout. Et au final, maintenant, avoir des connaissances sur le grammage d'un t-shirt que j'aurais jamais soupçonné avoir, tu vois. Mais voilà, après, derrière ça, je me suis énormément... Je fais de l'entrepreneuriat, tu touches à tout. Voilà. Donc en fait, tu deviens plein de métiers que tu n'aurais jamais pensé faire. J'ai commencé à coder un site internet, je connaissais rien au code, mais j'ai appris sur le tas. Je gérais les fournisseurs, je gérais les freelances aussi. Donc en fait, j'avais un aspect de responsabilité d'équipe. Je pense au pic de la boîte, on devait avoir 8 freelances qui tournaient pour nous. Des designers, un développeur web, un développeur marketing, un rédacteur web. Voilà, toutes les tâches qu'on déléguait, pouvoir nous laisser de temps pour nous développer les produits, développer la marque en marketing, tu vois. On avait aussi un community manager, forcément, là. Donc, en fait, ça a continué. En 2021, Yann commençait, en 2020, ça a fonctionné énormément. Enfin, non, 2021, ça a fonctionné énormément. En 2020, il y a le Covid qui nous a mis forcément un énorme coup. Parce que, on a dû fermer toutes les unités fermées, donc plus aucune vente, quoi. Et puis 2021, il y a un pote à moi qui a voulu rejoindre l'aventure aussi, donc on s'est retrouvé à 3 associés. Voilà, donc l'équipe a grossi, donc on avait 3 associés, 6-7 freelances qui gravitaient autour, donc une dizaine de personnes. Voilà, et on vendait énormément. Il y a des jours où on faisait, je pense, les meilleurs mois, peut-être 60 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, les meilleurs mois. Voilà, donc pour un truc qui de base était censé être une blague, je pense que ça a bien fonctionné. J'ai investi énormément dans l'entreprise et puis de fil en aiguille, ce qui est aussi compliqué quand tu travailles avec des connaissances, surtout des potes, c'est que tu te permets des choses que tu pas avec des collègues normaux. Ouais. Et du coup, il y a eu des dissensions qui se sont créées avec le nouvel associé qui était venu, ça a été compliqué. Et au final, j'ai pris la décision de quitter la boîte en 2022. En tout cas, d'avoir fait ce retour d'expérience, parce que moi, personnellement, c'est ce que je suis en train de passer, par tout ce que tu es en train de dire. Donc, ça résonne en moi. Et ça peut résonner, d'ailleurs, à certains d'entre vous, qui sont peut-être dans des situations comme nous, du coup, comme moi, comme Amaury a pu avoir. Et du coup, Amo, j'aimerais bien savoir un petit peu, toi, si on revient sur toi, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté dans ta vie ? Et est-ce que, justement, l'estime de toi a changé par rapport à ça ? Donc voilà, si tu peux parler de ça, c'est chouette. J'ai jamais été quelqu'un qui avait énormément confiance en lui, donc confiance en lui, avec une faible estime de moi-même, clairement. Je pense dû à beaucoup de difficultés scolaires. J'ai eu une scolarité très 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 compliquée. Et du coup, ça m'a, je pense, empêché de me forger proprement et de sortir de là. On sort jamais réellement du lycée comme quelqu'un d'accompli, hein. Forcément, on a 18 ans, on a encore tout à apprendre, mais encore plus moi où j'avais beaucoup de mal à avoir une estime de moi. Je suis parti en école de commerce, ça s'est augmenté un petit peu, mais léger. Et en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je pense que les choses que tu accomplis pour que ton bébé, ta boîte, grossisse, c'est aussi les choses que tu accomplis personnellement pour toi-même. En vrai, ça veut dire que avoir confiance en les choses que tu mets en place dans ta boîte, c'est aussi avoir confiance en tes capacités à réussir, à obtenir du succès, tu vois. On a fait des échecs, on a eu des portes qui se sont fermées, des gens qui nous ont rigolé au nez et tout, mais on a surmonté ça, hein. Je me rappelle 2-3 fois où on s'est retrouvés à la limite de pleurer et à dire on arrête, tu vois, mais non, il fallait qu'on continue parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, de développer ce qu'on voulait, ce qu'on aimait et la vision qu'on voulait apporter, tu vois. Et ça reste quand même un côté très personnel parce que tu peux pas professionnellement donner aux gens l'envie d'acheter tes produits ou l'envie de bosser avec toi si toi tu montres pas personnellement que tu es quelqu'un avec qui les gens se sentent en confiance, avec qui ils peuvent parler facilement, avec qui lire rapidement, facilement, voilà. Et en fait ça part par l'estime de soi. Alors, on se prend des claques, mais au final on avance. Je pense que la meilleure manière d'avoir de l'estime de soi, c'est vraiment justement en trébuchant.
en trébuchant, mais en se relevant encore un petit peu mieux à chaque fois, tu vois. Ouais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure manière de développer une estime de toi, une estime de soi personnelle, une confiance en soi personnelle. Parce que finalement, tu te retrouves à faire 1000 trucs, tu as 1000 casquettes. Au début, il n'y a personne là qui est là pour t'aider, t'as pas d'argent. Et tu ne peux compter que sur toi-même. Et les gens qui t'entourent, par exemple mon associé, mais c'était vraiment dans une bulle, voilà. Et que la meilleure manière d'en sortir, c'est d'être, de dégager de la certitude, tu vois, dégager de la sérénité. Donc, comme vous pouvez le constater, Amo et moi, on s'est rencontrés au CrossFit. Ouais. Et j'en parle dans un de mes podcasts, mais moi, le CrossFit, c'est un sport qui m'a aidé justement à me lancer. Ouais. Et du coup, c'est rigolo que toi, au final, ça a été aussi ton élan, quoi, à faire quelque chose et à entreprendre. Est-ce que tu aurais une petite phrase à dire par rapport à ça ? Que justement, le sport, ça peut être aussi une action, en fait, un levier de réussite et surtout de se lancer, quoi, à faire un projet qui nous tient à cœur et qui vient justement comme toi, un peu en mode par surprise, mais qui au final arrive derrière à fonctionner. Je pense sincèrement que n'importe quel sport qu'on effectue, c'est quand même déjà, physiologiquement, le sport, ça apporte énormément de dopamine, donc hormone du bien-être. Ça fait du bien, ça permet de se sentir mieux dans son corps. Ça développe... enfin, je veux dire, t'as sûrement eu un podcast sur ça, ou t'auras sûrement un podcast sur ça, mais on sait à quel point le sport, dans son activité, apporte à l'esprit, apporte au bien-être, apporte à la physiologie de la personne. Je pense que le CrossFit, c'est un sport un petit peu à part, parce que la communauté est tellement soudée entre elles que se lancer dans des projets, c'est parfois même plus facile, parce que tout le monde se connaît, se propose des choses. Moi, je vois, par exemple, toi, il y en a d'autres au CrossFit, là, dans lequel on est à Briançon, qui se sont rencontrés, qui ont parlé vite fait, et hop, derrière, ça embauche ensemble dans un nouveau métier. Ils se sont... je veux dire, les projets sont plus simples quand on est vraiment proche des gens, capable d'en parler librement, et de ne pas avoir forcément d'a priori là-dessus. Bon, c'est pas un monde totalement tout rose, hein, forcément. Souligner ça, ouais. On peut souligner ça, et je pense que le CrossFit, toi comme moi, m'a beaucoup aidé à me lancer, ouais. Sans forcément, le ressentir, c'est un peu une démarche inconsciente. Et pour finir, un mot, j'aimerais qu'on vienne un peu à parler à ces personnes-là qui n'osent pas faire ni être. Toi, en tant qu'humain, avec tes expériences et avec ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu pourrais enseigner à quelqu'un demain qui vient te voir et qui te dit qu'il aimerait se lancer mais qu'il a peur, et que justement, toi, par ton expérience, tu sais qu'au final, il n'y a pas à avoir peur, mais juste à y aller? Je trouve toujours difficile la légitimité, tu vois, de donner des conseils aux gens, parce que chacun a sa propre expérience, mais je sais que il y a énormément d'entrepreneurs qui nous entourent, hein. On peut citer Flo et Lal, mais n'importe qui là ici qui a un magasin, une boulangerie, une auto-entreprise, voilà. Je pense aussi à Pitou, tu vois, qui a son entreprise il va me tuer parce que je m'en souviens plus, mais métallurgie, je crois. Voilà, en fait, il y a énormément d'entrepreneurs qui nous entourent, mais je pense que le meilleur des conseils, qu'on entend souvent d'ailleurs, hein, c'est, je pense à Michel Blanc dans Les Bronzés, mais fonce sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Paix à son âme d'ailleurs. Mais ouais, en fait, je pense que la chose qui rebute la plupart des gens, c'est la peur de l'inconnu, tu vois. Quand on se lance en entrepreneuriat, on ne sait pas ce qui nous attend, c'est une sortie de ta zone de confort, hein, clairement. Parce que tu sais que tu vas pas forcément gagner de l'argent pendant quelques années, hein. Nous, on n'a pas gagné d'argent pendant 2 ans. Je vivais au croc de mes parents pendant 2 ans, alors que je sortais les études, tu vois, c'était compliqué. Ouais, c'est un univers qui peut faire peur, qui peut rebuter, parce que voilà, tu crées ton propre business sans savoir si ça va fonctionner, mais je pense que c'est la meilleure des expériences, c'est l'entrepreneuriat. La meilleure des expériences humaines, c'est l'entrepreneuriat. Quoi que tu fasses. Ça fonctionne ou pas, ouais, d'ailleurs. Ça fonctionne ou pas, d'ailleurs. Ouais, parce que l'échec est aussi une réussite, hein. Faut le savoir, c'est aussi une super expérience. Nous, on a eu de la chance, ça a fonctionné. On connaît d'autres qui ont lancé 3 entreprises, il y a eu des échecs, mais qui ont un esprit entrepreneurial tellement plus développé que ce que j'ai, tu vois. Alors que c'est que des échecs. Mais en fait, dans le développement,
dans le développement conscient, leurs expériences, c'est tellement enrichissant. Pas que j'encourage tout le monde à échouer, hein, mais disons que même échouer a ses vertus, clairement. Mais du coup, ouais, le seul conseil que je donnerais, c'est si quelqu'un veut entreprendre, c'est renseigne-toi, connais ton marché un petit peu, mais enfin, ne te mets pas des barrières, vas-y, fonce, même avec le peu de moyens que tu peux avoir au départ. Si tu es à fond dans ton projet, si tu crois vraiment de ce que tu fais, ce que tu veux faire, les valeurs que tu veux transmettre, tout suivra. Tu vois, c'est un peu comme la loi d'attraction, pardon, tu vois. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais nous, ça a fonctionné, je pense, parce que moi, j'étais complètement focus. Je me disais, il faut que ça fonctionne, je veux que ça fonctionne, et ça va le faire, et ça va marcher. Et j'étais quand même complètement comme ça dans mon état d'esprit, hein. Et ça a fonctionné derrière. Je pense que c'est vraiment une démarche inconsciente, tu vois. C'est beau de voir ça, et surtout ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'aujourd'hui la société nous montre pas aussi cette facette-là de la réussite et nous encourage pas forcément à entreprendre, même si on dit que. On se retrouve très très vite seul en fait face à nous-mêmes, et comme tu dis, les échecs au final sont des vertus, donc au final tu ne perds absolument rien, et que tu as le droit d'y croire. C'est parce que le système éducatif dans lequel on est, nous Français, non, il n'est pas fait pour les entrepreneurs. Déjà la France, que j'adore mon pays, hein. Je suis le premier à être le plus chauvin possible, hein. La preuve, hein, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Snatch Français, mais la France n'est pas une terre d'entrepreneurs. C'est compliqué d'entreprendre en France, il y en a énormément de règles, de normes. Alors les impositions, j'en parle même pas parce que on sait ce qu'on sait. Mais on n'a pas un système éducatif qui nous pousse à entreprendre. Le système anglo-saxon, lui, à l'inverse, il pousse complètement les gens à se jeter, à y aller, à entreprendre, quoi, finalement. Donc je pense que déjà entreprendre en France, c'est une force. Enfin, entreprendre, c'est une force. Le faire en France, c'est encore mieux. Parce que déjà, vous développez, mine de rien, vous développez dans votre pays. On participe à la croissance de notre pays, qu'elle soit économique, sociale ou autre. Et en plus, on subit tout ce que l'État français, le gouvernement français nous met les bâtons qui nous met dans les roues, quoi. Et c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu le système qui est fait comme ça, malheureusement, hein. Je pense pas que ça changera du tout au tout, hein. Je pense que si vous voulez vraiment entreprendre dans la vie et que vous en êtes persuadé, faire des études à l'étranger, voir un peu l'étranger aussi. Je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup parce que grâce à mes études, je suis beaucoup parti à l'étranger avant d'entreprendre. Je suis parti dans des startups, travailler à Londres ou en Irlande, en Corée du Sud, au Canada. Il y a eu beaucoup d'expériences dans des pays un peu, à part la Corée du Sud, mais qui restent très américanisés, donc des pays anglo-saxons qui ont un état d'esprit entrepreneurial tellement différent. Voilà. Pour eux, l'échec, c'est une réussite, mais 100%, et ça, c'est une force. Nous, il y a un gros tabou aussi en France au niveau de l'argent, donc la réussite est très tabou. Ça, c'est un problème, parce que si tu réussis dans l'entrepreneuriat, tu gagnes de l'argent dans l'entrepreneuriat, tu vas plus attirer les envieux que des gens qui vont te soutenir. Donc ça aussi, ça contribue à ce que tu te sentes un peu seul, tu vois, l'individualisme. Mais ouais, je suis persuadé toujours que l'entrepreneuriat est la meilleure des expériences. Ouais. C'est hyper complet, et au final, tu as vraiment abordé tout, en fait, je trouve, du milieu d'entrepreneuriat, et j'espère que ceux qui nous écoutent et qui ont envie de le faire et de se lancer, gardez comme Amaury cet état d'esprit de le faire aussi sous forme d'un jeu, et qu'au final, il n'y a pas à se prendre la tête, mais juste à essayer. Et puis, adviendra ce qui... Advienne que pourra. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Ouais. Advienne que pourra. Merci Amaury. Plaisir au final d'avoir des expériences des autres, et on en apprend tous les jours. Et voilà, donc c'est génial, et j'espère qu'en tout cas ce podcast vous plaira. Merci beaucoup.